Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer de nous centrer sur l'état comptable bilan, mais cette fois-ci, nous n'allons pas étudier les modalités d'obtention des ressources, mais plus l'utilisation de ces ressources, l'utilisation des fonds. C'est ce qu'on appelle l'actif ou les emplois. Pour se remémorer un bilan, vous avez donc votre passif, c'est ce que nous avons vu la première fois, avec la totalité des fonds disponibles que peut se procurer une entreprise. Nous allons voir maintenant comment sont utilisées les ressources, c'est-à-dire pour acquérir des emplois. C'est donc cette fenêtre que l'on va ouvrir et étudier. Les emplois, appelés classiquement les actifs, c'est au fond ce qu'une entreprise a pu se procurer grâce à ses ressources. Il n'y a pas d'emploi sans ressources. Il y a éventuellement des ressources qui n'ont pas d'utilité en tant qu'emploi, mais il ne peut pas y avoir l'inverse. C'est obligatoirement les ressources qui financent nos emplois. Dans les catégories d'emplois, nous avons des emplois que l'on appelle des actifs immobilisés et des actifs tournants ou circulants. Si on s'occupe de la première rubrique, les actifs immobilisés, on voit qu'elle se distingue en trois catégories. Les immobilisations incorporelles, corporelles ou financières. Une entreprise, quand elle utilise ses ressources, elle peut les utiliser pour des acquisitions de long terme, ce qu'on appelle des actifs immobilisés. Immobiliser signifie plus que l'on ne peut pas les vendre à court terme. Ou si on les vendait à court terme, on les vendrait probablement très mal. Donc l'idée, c'est que si ces actifs doivent quitter le bilan, leur réalisation, leur vente, doit s'effectuer sur du long terme. Et l'autre critère qui fait que ce sont des actifs immobilisés tient à l'utilisation des fonds. C'est-à-dire, les IMO incorporels, corporelles et financières sont théoriquement traduites dans la section investissement d'une entreprise, c'est-à-dire on investit en règle générale pour du long terme. Les IMO incorporels signifient que ce que l'on se procure, ce que l'on s'achète, n'a pas de tangibilité, c'est-à-dire qu'une immobilisation incorporelle n'est pas palpable. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne vaut rien. Au contraire, parfois les IMO incorporels, ça fait 99% du patrimoine d'une entreprise. Si je vous dis concrètement, si je vous parle d'une marque que vous connaissez bien, que vous aimez bien, Adidas par exemple, eh bien dites-vous bien que Adidas, c'est la valeur de l'entreprise au fond. Si vous enlevez le logo Adidas sur une paire de tennis, elle perd ni plus ni moins toute sa valeur. Eh bien l'actif en question, si vous enlevez la marque Adidas, qui est une IMO incorporelle, eh bien au fond, il ne vous reste absolument rien. Ce n'est pas comme des entreprises où la valeur, c'est véritablement le produit fini qui en sort. Il y a certaines entreprises qui sortent des produits finis dont la valeur tient uniquement au nom. Eh bien, ces incorporels-là contiennent la totalité de ce qu'on appelle marque, fonds de commerce, logo. Alors évidemment, je ne dirais pas brevet. Les brevets, c'est quelque chose qui est inventé souvent et dont la valeur est intrinsèquement dans le brevet lui-même. C'est-à-dire, si je vous parle d'un médicament, c'est parce qu'il soigne qu'il vaut de l'argent. Il n'en va pas tout autant de certaines marques où la valeur du produit tient plus à la marque que le produit lui-même. Si on parle des IMO corporels maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Une IMO corporelle est véritablement une acquisition dure, lourde, un photocopieur, une machine, un terrain, une construction. Les immobilisations financières, bon, on les étudiera plus dans un second temps, c'est une entreprise peut tout à fait acquérir des actions d'une autre entreprise. Les entreprises peuvent se détenir entre elles. Une entreprise peut être un fondateur d'une autre entreprise. À ce moment-là, toutes les actions qu'elle peut détenir figureront dans les immobilisations financières. Ensuite, on peut parler d'un actif un peu plus tournant, un actif qui vit, cyclique. Eh bien là, on y distingue les différents stocks qu'elle peut acquérir, matières premières, marchandises, emballages, etc. Et aussi, une entreprise peut tout à fait détenir, au même titre qu'elle peut devoir des sous, on peut lui devoir de l'argent. Un client qui n'a pas encore payé s'appelle une créance client. Autrement dit,
cette créance client est véritablement un actif parce que c'est de l'argent en devenir. Notez que si le passif était classé par ordre d'exigibilité croissante, on dit de l'actif qu'il est classé par ordre de liquidité croissante, c'est-à-dire du moins liquide vers le plus liquide. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte, en construisant le bilan, de montrer ce qui pouvait être, je dirais, transformable en argent liquide au plus tôt et ce qui pouvait l'être au plus tard, de manière à bien faire un bilan qui va nous permettre de voir si on peut payer nos dettes à court terme. Évidemment, les actifs immobilisés, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont en immobilisation parce qu'ils ne peuvent pas être réalisables rapidement. Les stocks le sont un peu plus, les créances clients encore plus, et la partie la plus liquide d'une entreprise s'appelle la trésorerie, dans laquelle se trouvent tous les comptes bancaires et les comptes de caisse dont l'entreprise peut disposer. Alors évidemment, quand on lit un bilan, au fond, regardez bien, il se coupe en deux. On estime que le long terme, ici, doit s'analyser seul, c'est-à-dire que les capitaux et les emprunts qui sont des dettes à rembourser à long terme, voire pour le capital à très long terme, doivent financer les actifs immobilisés qui, eux aussi, sont des investissements à long terme. On ne verrait pas une immobilisation financée par son compte bancaire, où là, concrètement, ça serait la plus grande erreur stratégique d'une entreprise qui consisterait à se défausser de son argent liquide pour payer une machine. Une machine doit être financée par du capital ou par un emprunt. Point. La partie basse maintenant, la partie dite circulante, eh bien, elle n'est pas classée comme ça par hasard. Les stocks ne sont pas classés ici par hasard. Au fond, les stocks naissent en même temps que la dette. C'est ce qu'on appelle l'opération d'acquisition, d'achat. Vous achetez des stocks de matières premières, votre fournisseur vous fait un délai, vous obtenez des stocks contre une dette. C'est la phase d'achat. Puis ensuite, ces stocks, vous les vendez à vos clients. C'est ce qu'on appelle la phase de vente. Cette phase de vente, bien sûr, entraîne des créances clients parce que vos clients vont vous demander des délais de paiement comme vous-même vous les avez demandés à vos fournisseurs. Puis une fois le délai de paiement passé, qu'est-ce qui se passe? Cette créance client va se transformer en argent liquide, c'est la phase d'encaissement. Et cette phase d'encaissement, théoriquement, va vous permettre de payer vos dettes. Et là, vous avez le cercle le plus vertueux qui soit, ce qui rend un peu le bilan plutôt joli, plutôt beau. Je me comprends, mais on va dire ce qui apporte une certaine structure et une certaine compréhension au bilan. Alors évidemment, ce cercle, j'ai dit qu'il était vertueux parce que évidemment, ça peut se passer moins bien à l'histoire. Il peut y avoir, bien sûr, une phase de dette, compte des stocks. Les stocks se transforment en créances, sauf que là, votre fournisseur, il a trop attendu. Il veut son paiement. Les 50 jours ou les 30 jours ou les 40 jours qu'il vous avait donné pour payer sont écoulés avant que votre client ne vous paye. Là, le cercle vertueux va sacrément se transformer. Puisque, évidemment, qu'est-ce qui va apparaître ici? Il va apparaître un petit compte qui s'appelle solde créditaire de banque ou concours bancaire courant. Nous, on l'appelle vulgairement le découvert bancaire. C'est-à-dire que là, c'est la banque qui prend le relais et qui va vous payer vos dettes. Quand on est en découvert bancaire, en comptabilité du moins, on estime que jamais vous ne payez vos dettes. C'est la banque qui prend le relais. Et vous, quand le client vous paye, eh bien cet argent ne va pas payer vos dettes, ça c'est déjà fait. Elles vont ni plus ni moins solder votre découvert bancaire. Le problème là, c'est que c'est un cercle non vertueux, on l'appelle même le cercle vicieux. Pourquoi? Parce que ces découverts bancaires ne sont pas gratuits, bien sûr, ils sont rémunérés et fort chers. Nous avons donc là étudié la structure complète d'un bilan, actif, passif. Il nous reste donc le compte de résultat.